Et salut tout le monde, bienvenue dans cet avant-match de la rencontre entre Valenciennes et le FC Metz. Petit match de Coupe de France en ce week-end du 6 mars, donc c'est un peu inhabituel d'avoir ce genre de match à ce moment-là. Mais non, il n'y aura pas de match de Ligue 1 dans ce week-end, mais on aura donc cette magnifique rencontre, ce 16e de finale de Coupe de France pour le FC Metz, donc face à cette équipe de Ligue 2 qui est Valenciennes. On va présenter beaucoup d'éléments de cette rencontre qu'on va un peu partager avec vous. Pour ce faire, j'ai bien sûr Monsieur Grenat Forever comme d'habitude avec moi. Comment vas-tu, Grenat Forever? Bonsoir, monsieur Socket, écoute, tout va bien. Pareil, tout va pour le mieux. J'espère, ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent, que vous aussi vous allez très très bien pour vous embarquer directement dans cette rencontre. Mais avant de commencer, quelques petites choses à vous rappeler. Tout d'abord, bien sûr, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre pronostic de ce match. On va évidemment, Grenat Forever et moi-même, donner notre pronostic à la fin de cet avant-match. Mais bien sûr, on veut avoir votre avis dessus. N'hésitez pas aussi à vous abonner, comme vous le savez, à la Maison du Grenat, donc à notre chaîne YouTube. Et on peut déjà vous dire un grand merci à ceux et celles qui l'ont déjà fait ou qui vont le faire. Merci encore une fois de votre soutien. Dernière petite chose, il y a bien sûr toujours un programme dans cet avant-match. Et le programme, vous l'avez à l'écran, de tous les points que l'on va aborder dans cette petite vidéo bien sympathique. Est-ce que tu es prêt, Grenat Forever? Ouais. Tu es prêt, j'espère que vous êtes prêts, ceux qui nous écoutent. Nous allons immédiatement étudier cette équipe de Valenciennes, notre adversaire pour ce match. Alors effectivement, on n'est pas sur un adversaire de Ligue 1, mais un adversaire qui est à l'heure actuelle en Ligue 2. Donc les comparaisons, par exemple de position de classement que l'on a l'habitude de faire entre deux équipes dans nos avant-matchs, elles n'ont pas vraiment de sens là. Mais on va quand même présenter la situation actuelle de Valenciennes pour essayer un peu de discerner l'état d'esprit actuel de cette équipe dans son championnat et voir s'il n'y a pas des éléments à retirer de cette situation. Au classement de Ligue 2, cette équipe de Valenciennes est à l'heure actuelle avec 39 points. Alors, elle n'est pas si éloignée de la première place de barragiste pour la Ligue 2, puisque cette place est occupée par le Paris FC avec 47 points. Donc, il y a 8 points d'écart. C'est pas la mort, mais ça semble quand même un peu compliqué dans leur saison actuelle pour essayer d'accrocher cette place-là. Toi, tu penses, Grenat Forever, que cette équipe de Valenciennes à l'heure actuelle, elle est beaucoup plus concentrée sur un éventuel, barrage d'accession pour la Ligue 1, ou est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, vu leur situation, ils sont peut-être un peu plus relâchés, quitte à se concentrer finalement sur la Coupe de France? Je pense qu'ils sont dans. Non, ils vont. Je pense que c'est une équipe qui va tenter jusqu'au bout d'aller chercher la 5e place des barrages. Ils sont pas si loin que ça. En Ligue 2, on sait que des défaillances sont vite arrivées, surtout dans le championnat. Je pense qu'ils vont tenter jusqu'au bout, mais la Coupe de France pour eux, je pense qu'ils vont la jouer quand même à fond, mais priorité au championnat pour Valenciennes, toujours, je pense. Petit rappel aussi par rapport à leurs derniers résultats de Coupe de France justement. Donc, ils ont eu des adversaires durant les tours précédents, notamment un adversaire de Ligue 1, puisqu'ils ont affronté, si je ne me trompe pas, Reims, le tour précédent, où ils ont gagné 4-3. Dans un match là aussi qui était assez spectaculaire. Finalement, quand tu vois par exemple ce score de 4-3 contre Reims, tu comprends que cette équipe de Valenciennes contre des équipes de Ligue 1, elle a finalement pas peur quoi. Ah bah non, elle a pas peur. Puis en plus, il menait 4-1 contre Reims à un moment du match. Donc ça prouve qu'ils... Après, même si Reims avait fait tourner, mais ils ont pas peur parce qu'en fait, ils ont rien à perdre. Ouais, évidemment qu'ils ont pas peur et donc forcément, c'est un petit signal d'alarme pour nous. Il faut se méfier, cette équipe, elle va pas juste attendre tranquillement. On va dire que il y a beaucoup d'éléments qui peuvent aller dans le sens de Valenciennes, tu vois, dans la préparation de ce match. Par rapport à nous, petit rappel, mais on va pas non plus s'étaler puisqu'on l'a souvent répété lors des derniers débriefs sur la situation actuelle du FC Metz. Donc nous sortons d'une défaite contre Angers sur le score de 1-0. Le FC Metz à l'heure actuelle a, on va dire, un futur au niveau notamment des places peut-être européennes, mais surtout au niveau du top 10 qui est pas toujours défini, puisque la concurrence est rude, elle le sera jusqu'à la fin de la saison. Donc le FC Metz a un peu son esprit quand même sur la question de est-ce que le top 10 peut être tenable d'ici la fin de la saison et surtout si on se réfère cette fois-ci à la Coupe de France côté FC Metz, Grenat Forever, donc on est sorti d'un match de Coupe de France contre Amiens avec quand même des idées un peu, tu sais, mitigées quoi, parce que je sais pas si tu t'en souviens, mais le match contre Amiens était pas non plus
extraordinaire, avec notamment ce but assez chatard de notre avant-centre Leia Iseka. Oh, bon, on l'avait dit, c'était un match compliqué. On marque sur quand même 2 buts gaguesques, parce qu'on parle du but de Chatar. Mais t'as aussi le but de Chatar à la fin du match. C'est vrai, j'avais oublié celui-là. Le but de Chatar, ce penalty sur une action gaguesque. C'est clair, avec notamment ce très bon coaching de la part de l'entraîneur Damien qui nous fait rentrer le joueur qui effectivement fait la main. Effectivement. Donc non, il faut s'attendre à une équipe qui va nous rentrer dans le lard, et donc on a intérêt d'être costaud. Ouais, d'être costaud sur le terrain et de montrer peut-être un autre visage que ce que l'on a vu contre Amiens. C'est vrai que contre Amiens, on n'était pas très rassuré à la fin de ce match, et même avec cette qualification que l'on avait obtenue. Maintenant, on va essayer d'aller voir du côté de la tactique des deux équipes, et surtout, on va commencer par Valenciennes, Grenade Forever, parce que cette équipe de Valenciennes est une équipe qui, d'habitude, sur les derniers matchs, a tendance à beaucoup jouer, tu sais, dans un système avec 4 défenseurs, et on est plus sur du 4-3-3. Alors, encore une fois, c'est pas non plus hyper bien en place comme pourrait être des équipes de Ligue 1, mais on est sur une équipe qui va pas qui généralement en tout cas ne blinde pas. Et finalement, Grenade Forever, quand tu vois le match contre Reims, ils ont fait un 4-4-2, ils se sont pas mis à mettre un système à 5 défenseurs. Toi, Grenade Forever, tu penses que Valenciennes va adopter quelle mentalité tactique sur ce match? Est-ce qu'on va jouer plutôt bas défensif avec 5 défenseurs, ou au contraire essayer de trouver un équilibre avec peut-être le fameux 4-4-2 à plat qu'ils avaient mis contre Reims, ou au contraire rester sur leur mentalité actuelle d'un 4-3-3 comme ils ont l'habitude de le faire en championnat? Je pense qu'ils vont rester sur leur 4-3-3 dans la continuité de leur dernier match en championnat. Je suis même pas sûr qu'ils vont faire foncièrement beaucoup tourner, et qu'on va quand même voir une équipe sensiblement type de ce qui se rapproche de championnat. Donc non, je m'attends à un match, je m'attends à ce qu'ils montrent ce qu'ils ont l'habitude de montrer ces derniers temps en championnat. Au niveau des absents, on a vu que Valenciennes a annoncé par exemple la non-présence de Spano Raoult, Masson, Kouklou, Makalou, Kosik, Dabo et Linguet. Parmi cette liste Grenade Forever, c'est quel le joueur dont l'absence est peut-être la plus préjudiciable pour Valenciennes? Ah bah je pense quand même leur défenseur central, hein, Maxime Spano. Ça pour moi c'est quand même une absence qui est préjudiciable. Même s'il était, en ce moment, il était plus trop, on va dire, dans l'équipe depuis, je crois, 2-3 matchs, mais ça reste quand même l'un des piliers de leur défense centrale. Donc c'est une absence qui est quand même préjudiciable côté Valenciennes. Hein. Ouais, même si tu me disais que N-Team revient dans le groupe, et donc là par contre c'est quand même un retour important. Il avait pris un rouge contre Clermont, et là, on en parlait, on savait pas s'il allait avoir 1 ou 2 matchs de suspension. Bah, il en a eu qu'un, puis donc il sera de retour. Puis si vous vous souvenez d'Emmanuel N-Team, il était dans beaucoup de rumeurs, notamment ces derniers mercato, concernant une potentielle arrivée au FC Metz de ce joueur. Hein. C'est ça, donc défenseur central, si je ne me trompe pas, Grenade Forever? C'est ça. Ah, il était dans la fameuse shortlist des défenseurs qui étaient soi-disant visés effectivement, comme tu l'as dit, par le FC Metz, et donc c'est aussi un joueur à surveiller. Mais voilà, encore une fois, voilà, y a des joueurs qui ne sont pas là, d'autres joueurs qui sont là. Méfions-nous aussi, mais bon, comme de cette attaque, essentiellement menée par Cabral et Guillaume, normalement sur ce match contre Metz. Mais voilà, il faut se méfier de cette équipe. Hein. On l'a vu contre Reims, elle est capable de marquer quand même des buts. Donc méfiance pour les joueurs du FC Metz. Côté Grenat, on va essayer un peu de disséquer quelques pistes au niveau de la tactique, parce que monsieur Antonetti nous a fait un peu du genre oui, le système à 4 défenseurs est une option. Je vous dis pas que quand on a vu notamment la liste des absents côté Messin, on s'est dit c'est peut-être un peu le bon moment de changer de tactique. C'est-à-dire qu'on était sur un système à 3 défenseurs centraux avec 2 pistons depuis quand même pas mal de matchs. Il y a des joueurs qui ne sont pas là. Tout d'abord, Monsieur Okidja, qui, comme vous savez, a pété une durite de manière incroyable et spectaculaire contre Angers, qui donc est suspendu pour 4 matchs, plus un match avec sursis, et donc évidemment ne sera pas présent pour ce match contre Valenciennes. Mais il y a aussi d'autres joueurs qui notamment n'assisteront pas à ce match. Alors bien sûr, il y a des joueurs qui ont été laissés au repos. Nous avons Monsieur Braun, Monsieur Boy qui ne seront pas là officiellement parce qu'ils ont un enchaînement de matchs important, hein, ce qui t'a fait beaucoup rire quand tu as lu ça, Grenade Forever, j'en doute pas. Et donc il a même dit, si le match avait été dimanche, ça aurait été,
Mais puisque le match est samedi, ça va pas. Alors vous le prenez comme vous avez envie, hein, mais moi je pense que il voulait juste un peu faire baisser la pression, notamment du match contre Angers. Donc ces deux joueurs-là ne sont pas là pour ce match. Il y a aussi comme autre absence un peu surprenante, Monsieur Chipembe, alors qu'on pensait qu'il pouvait peut-être occuper une place au milieu de terrain dans cette rotation un peu de l'équipe dans cette zone-là. Et finalement, Grenade Forever, Chipembe n'est pas là. Alors la raison n'a pas été, semble-t-il, invoquée par le FC Metz. La raison n'a pas été invoquée. Je vais pas te cacher que moi, vu le match de mercredi, étant donné qu'il était même pas rentré en jeu, j'étais quasiment persuadé de cocher tout de suite son nom en tant que titulaire samedi. Donc je suis assez intrigué concernant son absence. Pour moi, il a dû se blesser à l'entraînement parce qu'au final, sinon, je ne vois pas pourquoi ce mec-là n'est pas dans le groupe. Même s'il commençait pas titulaire, qu'il ne soit pas présent dans les 20, c'est forcément pour blessure. Ou alors problème de comportement, mais ça m'étonnerait fortement. Ouais, bien sûr. Donc c'est un peu curieux que effectivement la raison n'a pas été donnée. D'autant qu'elle aurait pu être donnée dès la conférence de presse, d'avant-match, celle d'Antonetti. Voilà. J'allais dire même les blessés, parce que Frédéric Antonetti a quand même commence toujours ses conférences de presse par un point infirmerie, ce que les entraîneurs ne font pas toujours. Lui, il le fait, et là, il n'en a pas parlé. Donc c'est vrai que c'est assez intriguant au final. Ouais, très intriguant. Donc bien sûr, on espère avoir plus de nouvelles à ce sujet dans les jours à venir, et peut-être même dès le match de samedi ou en après-match, pour en apprendre plus sur la raison. On a parlé des absents, il y a des retours à signaler, notamment le retour de Monsieur Maïga qui a purgé sa petite suspension de 2 matchs parce qu'il avait un peu, discuté avec un officiel lors du match contre Saint-Etienne. Il avait pris 2 matchs et donc il est de retour. Potentiellement dans une place au milieu de terrain. On va un peu vous présenter une idée de composition d'équipe, mais c'est vrai qu'il est effectivement une option plus que possible dans cette zone-là. Et donc, si on prend tous ces éléments Grenade Forever, les retours, les absents, il y a plusieurs options possibles. Moi, j'aimerais avoir ton avis sur une composition en prenant en compte aussi notamment les personnes qui ont joué contre Angers. Angers étant un match qui s'est déroulé il y a 3 jours. On s'attend plus à avoir des joueurs titulaires que d'autres, parce que certains ont commencé contre Angers, d'autres n'ont pas commencé contre Angers, certains ont peut-être besoin d'un peu plus de mise en forme. En tout cas, ce qui est sûr, Grenade Forever, c'est qu'au but, on est d'accord que Monsieur Oukidja, n'étant pas là, sera bien remplacé par Marc-Aurèle Caillard. Marc-Aurèle Caillard aurait joué, même avec la présence d'Oukidja, mais on va dire que là, déjà, c'est la coupe et puis ça va accélérer du coup sa place de titulaire. Totale confiance en Marc-Aurèle. Bien sûr. C'est son moment. Bien sûr. En plus, il y a une séance de pénalty. Comme vous savez qu'il n'y a plus de prolongation en Coupe de France. Une séance de pénalty. On a aussi recruté Monsieur Caillard pour ça. On est bien content de l'avoir. Donc effectivement, il devrait commencer titulaire. Pour le reste des postes, Grenade Forever, évidemment qu'avec la titularisation, il y a de cela 3 jours de Monsieur Hudel en tant que piston gauche. On devrait normalement avoir en piston gauche Thomas Delaine. Et en piston droit, puisque Monsieur 111 a lui aussi un peu trop accumulé de cartons jaunes et ne sera pas du match contre Lens, lui aussi normalement Grenade Forever devrait jouer dans ce match contre Valenciennes. Donc c'est un peu les 2 pistons finalement qui devraient débuter le match. Pour Delaine, oui, parce que ça va être encore dans ce souci d'alternance entre ces 2 latérales gauche. Et pour pas bien 111, oui, étant donné sa suspension, forcément qui était titulaire. Sinon, n'étant pas suspendu à Lens, je pense qu'on était tous les 2 à pas vouloir qu'il joue. Et vu que Bobo Baben était dans le groupe, Bohen, pardon, excusez-moi, on aurait peut-être eu du Ernest Bohen. Mais là, 111, j'ai du mal à ne pas le voir commencer demain, sinon ça voudrait dire qu'il jouerait pas pendant quasiment 15 jours. Ouais, c'est un peu limite. Alors Bohen, pour information, revient de blessure qu'il avait d'ailleurs contracté lors du match contre Amiens en Coupe de France justement. Donc c'est pour ça qu'on pense qu'il ne sera pas titulaire. Peut-être qu'il va pas le repousser éventuellement à une nouvelle blessure si jamais il le mettait en tant que titulaire. C'est pour ça qu'on a cette orientation là. Si on reste dans cette idée Grenade Forever du 4-3-3 hybride et non du système à 5 défenseurs comme certains pouvaient aussi l'évoquer, la perte de centraux, parce qu'évidemment comme on choisit cette tactique là et non pas la tactique à 5 défenseurs, il faut faire un choix sur qui mettre en centrale, même si avec l'absence de Braun
et de Boy, bah, je vois pas Grenoble Forever comment on pourrait avoir autre chose que Fofana et Kouyaté en défense centrale. Hein. Ah bah c'est même sûr, mais j'ai envie de te dire, bah du coup on aurait le duo qu'on a eu contre Amiens, c'est-à-dire Fofana et Kouyaté, même s'il y avait eu Udol en central stopper gauche. Mais là, comme il a joué il y a 3 jours, cette solution est impossible en fait. Ou compliqué. Donc, oui, compliqué. Donc Kouyaté, Fofana, tous les jours, Fofana, faut lui donner un peu de rythme. Faut lui redonner du rythme, et Kouyaté, bah, étant suspendu pareil que comme Santos, pardon, il va enchaîner. Et on précise bien sûr que Lacroix n'a pas été convoqué pour ce match. Semble-t-il qu'il n'est pas prêt. Alors faites une interprétation de ses propos. Mais en tout cas, les mots d'Antonetti sont ainsi. Et donc, voilà, lui non plus ne pouvait pas postuler à une place sur le terrain vu qu'il n'a pas été convoqué. Donc c'est pour ça que naturellement, on tend vers cette défense que l'on a citée à l'instant. Pour le milieu de terrain, donc là, si on est sur le 4-3 hybride, il nous faut donc 3 éléments du milieu de terrain Grenoble Forever. Je dirais que Maïga, on en a parlé tout à l'heure, devrait effectivement occuper une place de titulaire. Après, il reste 2 places. Moi, je pense réellement que Monsieur Pajot, qui a eu sa première titularisation contre Angers il y a 3 jours, est-ce que tu penses pas que ça serait assez intelligent, tu vois, de donner par exemple à Pajot, je sais pas moi, environ 50 minutes, tu vois, pour toujours avoir l'idée de lui faire mettre un peu plus de rythme dessus, donc et qui puisse un peu tranquillement mais sûrement accélérer, je dirais, tu vois, ses sensations, hein, tu vois, pour retrouver un peu le vrai Pajot que l'on a connu. Dans cette idée-là, Grenoble Forever, effectivement, si on mettrait Pajot, peut-être que l'on mettrait pas par exemple un Sarr qu'on laisserait sur le banc, lui qui a beaucoup enchaîné les matchs pour le coup, tu vois, en jouant beaucoup plus souvent les dernières journées, quasiment même en faisant 90 minutes à chaque fois. Et Sarr pourrait rentrer à la place de Pajot, tu vois, à 30 minutes de la fin. Est-ce que tu penses que cet équilibre-là a du sens, tu vois, mettre Pajot titulaire et Sarr qui éventuellement rentrerait en cours de jeu? Oh bah Pajot, oui, il doit retrouver le rythme, il a besoin de retrouver des sensations. Donc dans un match de coupe, pour moi, c'est logique de le faire commencer. En plus, on le retrouvera du coup avec son compère Abim Maïga. Ça fait très très longtemps que les deux, on ne les a pas vus ensemble sur un terrain de football. C'était contre Nantes, mais on peut plutôt dire contre Saint-Etienne. Et après, bah voilà, après le choix du troisième, on aurait pu dire Warren Chimpembe, mais Il est n'étant pas là. pas là. Ah oui. Et pour moi, évidemment, Sarr va souffler parce qu'il enchaîne beaucoup ces derniers temps. Il y a une place à prendre entre Boubacar Traoré et Victor Angban. Bah, naturellement, je dirais Angban pour le coup. Je dirais naturellement aussi parce qu'il a joué que 19 minutes contre Angers. Il a besoin aussi de retrouver un peu de rythme et de jeu parce qu'on sait que dans tous les cas, il a perdu sa place de titulaire. Donc la logique voudrait que ça soit Yangban et qu'on ait du coup un trio qu'on a déjà eu en début de saison. Ouais. Alors, évidemment, sur ce trio-là, il y a une question de savoir qui c'est qui sera le numéro 6. Est-ce que ce sera Maga ou est-ce que ce sera Pajot? Je rappelle qu'à un moment donné, Pajot a eu une série de matchs où il était en numéro 6, où en plus il était très très bon, mais Maïga a très souvent joué aussi au poste de numéro 6 quand le FC Metz jouait en 4-3-3 hybride. Là aussi, Grenoble Forever, le choix, si l'on veut, n'est pas encore décidé de qui va être le numéro 6, si tant est bien sûr, et il faut prendre ça en considération que l'on joue en 4-3-3 hybride, hein. Mais tu verrais toi qui en numéro 6 entre Pajot et Maïga? C'est une bonne question. Bah, Pajot a le match aller à Angers, a fait des gros matchs en tant que numéro 6. Contre Saint-Etienne, il avait réenchaîné. Alors que c'est Maïga qui avait commencé en 6 plutôt le début de saison. Je serais tenté de te dire que comme Pajot est en manque de rythme, je le mettrais peut-être lui un petit peu un cran plus haut pour remettre vraiment Maïga seul en sentinelle. Ouais. Le temps que Vince retrouve un peu des jambes, soit un peu déchargé des tâches défensives, peut-être pour lui se projeter un peu plus haut, comme il y aura Angban et Maïga. Donc je pense Maïga en 6 et Pajot un cran plus haut. Ok. Et donc Angban... Comme contre le match contre Lorient, on avait eu ça, ouais. avec Pajot un cran plus haut. C'est ça. Et d'ailleurs, les matchs où Angban est quand même le meilleur, c'est les matchs notamment où il joue à côté de Maïga et Pajot. Hein. C'est là où Angban fait ses meilleurs matchs cette saison. Ah bah Lorient, c'est son meilleur match de la saison. Il avait offensivement contribué en plus. Donc est-ce que le fait de les avoir à ses côtés
ça ne le sublime pas en fait. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais Bah en fait, ça le décharge d'une responsabilité au milieu de voilà. terrain. Donc ça le libère un peu d'un poids d'avoir Pajot et Maga à ses côtés. Donc là aussi, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose d'assez intéressant à retenter avec ce match de Valenciennes. Pour le reste, la question de l'attaque, alors vu qu'on est en schéma hybride, il y a donc forcément un monsieur qui va être un peu, je dirais, tu vois, un peu foufou dans sa créativité. Alors, il y a quand même très peu de chances de voir Monsieur Boulaya titulaire sur ce match, Grenade Forever, même si c'est possible. Non, ça c'est vraiment pour moi la seule chose de certain, c'est que Farid Boulaya s'assiera sur le banc demain. Bah, ça n'a pas été dit officiellement. On suppose que Mazi sera mis titulaire à la place de Boulaya. Ça, on est d'accord, Grenade Forever. Mais en théorie, c'est possible que Boulaya joue quelques minutes dans ce match. Même si, voilà, effectivement, que ils vont quand même essayer de remiser sur Mazi sur ce match. Hein. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais t'avoueras que c'est possible sans forcément être, tu vois, très très proche ou tu vois, ou être vraiment quelque chose de vraisemblable, tu vois. Moi, je suis persuadé que Boulaya sera sur le banc. Après, il y a un monde où je me dis que si on a envie de tenter Papé Matarsar numéro 10, quitte à ne pas le faire souffler, ben c'est peut-être pour demain. En préparation de lance. Peut-être. Peut-être Après, j'ai du mal à l'imaginer parce que. Mais après, je me dis qu'il est jeune, il a quand même des capacités physiques où lui peut enchaîner. Le prochain match n'est que dans 9 jours, vu qu'on jouera que dimanche prochain. C'est une possibilité. Ouais, c'est un peu tiré et un peu peut-être poussé, tu vois, des joueurs peut-être dans le retranchement physique, hein, parce qu'il y a quand même l'enchaînement des matchs. Mais il y a, encore une fois, n'oublions pas que cette composition, elle est peut-être faite aussi dans l'optique de lance dans 9 jours, tu vois. En plus, si le schéma est bien le 4-3-3 hybride, ça aurait tout son sens, tu vois, de tenter des choses qui seront appliquées peut-être dans le match contre Lens. Donc voilà quoi, c'est effectivement une possibilité, mais peu vraisemblable bien sûr quand on a à l'idée notamment le fait que Maziz normalement devrait être titularisé sur ce match. Et pour l'attaque, ben, si on revient sur le schéma hybride, je me dis que naturellement un Delaine latéral gauche ferait que si on a un ailier droit à choisir, je pense à Monsieur Yad, qui n'a pas été titulaire contre Bordeaux, enfin qui a pas été titulaire contre Bordeaux et qui n'était pas rentré contre Bordeaux, qui n'était pas titulaire contre Angers et qui est juste rentré en jeu contre Angers. Une petite titularisation Grenade Forever et pourquoi pas accompagner Monsieur Yad par Monsieur Ambrose, voire peut-être Monsieur Wagner, même si Monsieur Wagner a pris un petit coup sur le tibia avant le match contre Amiens. Pardon, contre Amiens, contre n'importe quoi, contre Angers, je voulais dire. Ambrose Yad, Wagner Yad, je pense qu'on a forever que l'on n'est pas loin de la vérité avec l'une ou l'autre des idées en attaque. Hein. Bah, on est certain d'une chose, c'est qu'Yad commencera titulaire. Ça, j'ai du mal à concevoir qu'il s'assoit sur le banc alors qu'il a joué quand même. Il n'est pas rentré il y a 2 matchs, il a joué que 25 minutes, 20 minutes le match d'avant. Pour moi, il est titulaire quasiment sûr à 95%. Après, oui, à savoir qui va l'accompagner. Ambrose, Wagner, Ambrose ou Wagner. Je serais tenté de te dire que comme Wagner était un peu incertain en début de semaine, je pense qu'il mettra Ambrose pour faire rentrer Wagner en cours de match. Mais ce qui est sûr, par contre, c'est que Aaron Leia Iseka et Lamine Gueye, qui ont enchaîné 2 titularisations d'affilée, eux deux commenceront tous les deux sur le banc. Ouais, normalement, s'ils leur font encore enchaîner un match, là pour le coup, c'est un petit peu chaud hein, quand même, hein, s'il fait ça. Mais ouais, non, mais voilà, comme tu l'as dit, je pense qu'il n'y aura pas de surprise sur l'un des deux larrons de l'attaque. L'autre, en revanche, il y a un débat entre Wagner et Ambrose. Il y a du pour d'un Ambrose qui, en tant que voilà, qui a eu un peu un petit moment d'égaiement dans sa saison avec cette passe décisive pour Wagner. Est-ce que Wagner était toujours peut-être un peu limite physiquement du fait de son coup pris il y a 4 jours? Il peut aussi à cause de ça ne pas démarrer titulaire dans ce match et rentrer en jeu peut-être qu'on a Forever, tu vois, pour apporter une contribution plus tard dans le match. Voilà, donc on est un peu sur cette idée-là au niveau de la composition. Donc voilà, vous avez tous les éléments de la composition Messine.
donc un peu nos avis sur les différents postes. Sachez bien que ce match a quand même pour objectif de lancer certains joueurs qui vont être titulaires dans les prochains matchs, comme monsieur Marco Alcayer, qui pour le coup voilà, est dans le début d'une série de matchs qui s'offre à lui. Un joueur comme Maïga qui n'a pas joué va retrouver, on espère, sa forme après cette absence, et on espère aussi avoir un joueur comme Pajot qui va retrouver progressivement son niveau d'avant sa blessure, hein. Enfin en tout cas on le souhaite, ça va pas être simple mais on le souhaite. Le tout avec peut-être comme objectif de préparer le match contre Lens, et ça serait donc hyper intéressant de revenir à ce système en 4-3-3 hybride que vous avez à l'écran bien sûr, qui peut voilà un peu peut-être nous redonner un peu, tu sais, je dirais le poids offensif notamment, tu vois, que l'on avait connu à certains moments durant la phase aller, et peut-être plus d'équilibre, hein, plutôt que ce entre-deux tactique que l'on avait nommé lors du match contre Angers. Peut-être que c'est là où est la solution, hein. Le tout, bien sûr, parce qu'il y a aussi des joueurs suspendus, et peut-être l'idée de faire un petit électrochoc un peu pour repartir de l'avant, mais voilà, ce match contre Valenciennes, c'est un peu un laboratoire, si on veut, pour tester une chose en vue peut-être de la semaine prochaine pour le match contre Lens. On va pas se quitter tout de suite, on va bien sûr donner notre pronostic pour ce match, et on attend votre pronostic dans les commentaires. Dites-nous votre pronostic pour cette rencontre. Moi, je te dirais Grenade Forever, j'ai un peu de mal à trouver une idée de résultat tout de suite, mais je vais d'abord te laisser parler, et en fonction de ton avis et de tes propos, je vais essayer un peu de me faire une idée fixe. Si je te demande ton pronostic, quel est ton pronostic pour ce match? Je ne le sens pas du tout, ce match-là. Ah, c'est bien ça. Donc je vais dire, je pense, défaite. 2-1 de Metz. Je sens pas du tout ce retour au 4-3-3 hybride, même si j'en ai beaucoup envie. Mais j'ai l'impression qu'on va devoir retrouver des repères, et comme on n'aura pas forcément les joueurs à certains postes qui permettent à ce système potentiellement de nous faire briller. Je parle peut-être notamment d'un Farid Boulaya à la création, d'un Pajot qui va manquer encore de rythme, qui n'aura peut-être pas son influence habituelle, et d'un Fofana à côté de Kouyaté. Tout ça réuni contre une équipe de Ligue 2 chez eux en forme en ce moment, ça me laisse à penser qu'on pourrait se faire éliminer demain 2-1. Écoutez, hein, je vais un peu relever le niveau en termes d'optimisme, hein, parce que là on a eu du pessimiste à en mourir. Je vais dire match nul 1 partout et qualification de Metz au penalty. Très osé, mais je compte sur Monsieur Caillard pour bien sûr nous sauver les miches durant la séance de tir au but. Et ouais, effectivement, un petit 1 partout, je pense que l'on n'est pas soigné, hein, par rapport au match précédent, donc on va concéder, on va essayer de revenir, hein, et peut-être par rapport à notre supériorité individuelle, hein, pour le coup, et donc voilà, je dirais effectivement un petit 1 partout, tir au but, victoire du FC Metz. Voilà, on a fini avec cet avant-match de la rencontre entre Valenciennes et le FC Metz, hein, donc merci à ceux et celles qui nous ont écoutés jusqu'au bout de cet avant-match. Merci à toi, Grenade Forever, d'avoir participé à cet avant-match. Merci à toi surtout. Bien sûr, toujours un vrai plaisir de faire cela en ta compagnie. Pour vous qui nous écoutez, les auditeurs, les auditrices, donc bien sûr, n'oubliez pas votre pronostic dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo, aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à notre chaîne YouTube. On se retrouvera pour le débrief de ce match qui sera normalement en ligne, si tout se passe bien, lundi matin. D'accord ? Donc comme cela, on vous donnera plein d'éléments d'analyse sur ce match, et est-ce que peut-être ce qui se sera passé durant la rencontre nous sera utile pour le match d'après contre Lens. Donc ne manquez surtout pas bien sûr notre débrief de ce match de Coupe de France, en espérant une qualification pour le tour suivant pour le FC Metz. On vous laisse, portez-vous bien et allez le FC Metz.